Comment ça va? Baruch Hashem. Alors, on dit que la paracha elle a une influence sur la vie de chaque juif. Qu'on se trouve en France, en Israël, aux États-Unis, et peu importe l'âge qu'on a, on a un lien avec la paracha. Et je peux vous certifier, je vous le certifie chaque semaine, mais je vous le certifie en particulier cette semaine parce que dans notre paracha, on devient le peuple le plus râleur de tous les temps. Et cette semaine, mes enfants n'ont pas arrêté de râler. Et pourtant, ils n'ont pas lu la paracha, hein. Mais ils n'ont pas arrêté de râler, du matin jusqu'au soir. Et c'est peut-être aussi parce que c'est la fin de l'année, mais on sent comme ça qu'il y a une espèce de ras-le-bol et que tout le monde est un petit peu sur les rotules. Je vois par exemple les mamans au GAN de mes enfants. Alors l'année dernière, il y avait la fête de fin d'année. Ils ont fait un petit truc mignon, très sympa. Et puis après, ils se sont plaints. Oui, c'était pas assez bien, c'était pas assez original. Alors cette année, du coup, les ganénettes, elles font, tu vas à la sortie, toi? C'est ridicule, c'est ça. Mais voilà, et voilà la réaction. Elles font une sortie dans un parc d'attractions. Moi, je trouve ça génial. Et alors, t'as le gang des mamans qui disent, oh non, mais c'est farfelu quand même. Donc on sait jamais. Toute la journée, c'est pas. C'est hyper sympa. Tu te rends compte à quel point les enfants, ils ont besoin de passer du temps avec leur maman. C'est magnifique. On a une occasion rêvée. On n'a rien à faire et elles ont organisé tout pour qu'on passe du temps dans un parc d'attractions avec les enfants. Bref, enfin en tout cas de toute façon, c'est pour dire que quoi, qu'on trouve toujours des occasions de râler, ça ne manque pas. Baruch Hashem. Alors, comment elle commence cette paracha? Elle commence par un verset très particulier. Il y a écrit « Quand tu feras monter les bougies dans la menorah, etc. » Qu'est-ce que ça veut dire « Quand tu feras monter les bougies dans la menorah » On dit allumer une bougie. Hein, Rebecca, tu ne fais pas allumer ta flamme. Tu dis j'ai allumé mes bougies. Alors Rachid explique comme ça, il dit, regarde, l'allumage, il doit se poursuivre, c'est quoi monter? Il doit se poursuivre jusqu'à ce que la flamme, elle tire son énergie d'elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle te dit qu'il faut surtout que cette bougie, elle ne tire pas son énergie d'un élément qui soit extérieur, mais absolument qu'elle puise son énergie de ce qui est intérieur. Vous allez me dire, mais pourquoi on parle de bougie? Quel rapport? Parce qu'il nous dit, Shlomo Ameler, Nishmat Adam, Ner Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire? L'âme de l'être humain, c'est la bougie d'Hachem. En fait, nous aussi, on est une sorte de bougie. Et quand on nous dit il faut absolument que cette bougie, hop, quand on retire le briquet, elle a sa flamme qui puise de l'intérieur, et bien nous aussi, c'est très important que dans la vie, on tire notre énergie, non pas des éléments extérieurs, mais de notre lumière intérieure. Et c'est ça ce qu'on va essayer de comprendre ensemble ce soir. Alors, comment on puise des sources sans s'épuiser? Comment on va trouver notre lumière intérieure pour trouver une énergie constante? Eh bien, on va comprendre comment ça va être en se connectant à soi-même. C'est quoi se connecter à soi-même? C'est que... Coucou. C'est ma belle-sœur. C'est que quand on va se connecter à soi-même, on va prendre conscience de notre propre lumière. Et attention, prendre conscience de notre propre lumière, ça ne va pas vouloir dire d'ignorer les points obscurs qu'on a à l'intérieur de nous. Et c'est tout l'exercice qu'on va essayer de comprendre ensemble ce soir. Parce que si on ne prend pas conscience de nos petits points obscurs, eh ben en vérité, on risque de passer à côté de la grande lumière intérieure qu'on a. C'est bon? On est parti? Oui? À la recherche de la lumière intérieure. J'aurais pu appeler le cours comme ça. Alors, on est dans le désert. On est dans le désert. On est en fait en pleine pérégrination dans le désert. Et le peuple juif est en train de camper. Et puis tout d'un coup, il y a une sorte de petite révolte. C'est quoi le sujet de la révolte? Eh bien, il y a des juifs qui viennent voir Moshe et qui lui disent « Ah, tu sais pas quoi, on a manqué une trop belle occasion. » De quelle occasion on parle? Eh bien, le 14 Nissan, c'est quoi le 14 Nissan? On fait exactement, alors maintenant on fait Pessah. À l'époque, ils faisaient ce
qu'on appelle le Corban Pessah, un sacrifice qui s'appelle le sacrifice pascal. On a manqué de le faire. Pourquoi? Parce qu'on était en état d'impureté rituelle. On ne peut pas faire ce Corban si on est en état d'impureté rituelle. Et donc, du coup, on a raté. On a manqué une occasion. On a eu un loupé. On a eu un ratage. Alors, ils vont voir Moshe et lui disent Moshe, il n'y a pas moyen d'avoir une deuxième session, là, de rattraper ce qu'on a loupé? Nous aussi, parfois, on a très envie d'avoir une deuxième session quand on a loupé quelque chose. On a loupé quelque chose dans une relation, dans un travail, avec nos enfants, avec nos parents. Et on se dit, est-ce qu'on a le droit à une session de rattrapage? Et ils vont voir Moshe, et Moshe il leur dit, excusez-moi les amis, mais vous êtes un peu dingo. Pourquoi vous êtes dingo? Parce que depuis quand vous venez me voir pour que je vous fabrique une fête? Les fêtes du calendrier, elles sont là, elles sont existantes. Tu ne vas pas inventer un nouveau Pessah. La réponse de Moshe, je l'ai paraphrasé, bien sûr, quand je dis vous êtes dingo. Mais ça n'a l'air d'avoir aucun sens, d'accord? Et donc, ils insistent, et à un moment, Moshe il dit, bon, écoutez, je vois que vous insistez tellement que je vais demander à Akadosh Baruch Hu, je vais rentrer en connexion avec lui, et je vais lui demander s'il y a moyen de moyenner. Et effectivement, la réponse d'Hachem ne se fait pas attendre, puisqu'il dit quoi? Il dit, si quelqu'un se trouve souillé par un cadavre, donc c'est ce qui s'est passé, eh bien, s'il veut faire Pessah en l'honneur d'Hachem, c'est au mois de Iyar, le 14e jour, qu'ils feront Pessah. C'est quand même incroyable. Je vous explique. C'est comme si, il y a des femmes, elles ont accouché et c'était Kippour. Puis 3 jours après, elles disent « Oh, quand même, on a raté Kippour, on a mangé. » Et elles se font comme ça, un groupe, et puis elles vont voir le grand rabbin, elles vont voir le rabbin là, elles disent « On veut une session de rattrapage. » Il dit « Mais on va pas inventer un Kippour, on va pas inventer une fête pour nous. » Et là, révélation divine, si tu vas inventer une fête pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Chachamim, ils nous disent « Regarde, qu'est-ce que tu peux susciter dans la réalité grâce à ton ratson, grâce à ta volonté. » Et nous disent nos sages, s'ils n'avaient pas brûlé d'envie de rattraper ce qui avait été manqué, eh bien, ça n'aurait pas eu lieu. C'est-à-dire que souvent, on attend que les choses, elles descendent du ciel. Et on a une volonté, mais on ne l'exprime pas, elle est là, un peu latente, et on est un peu frustré. Mais si tu brûles d'envie, si tu exprimes ton désir ardemment, alors toi-même, tu viens et tu changes la réalité. Même si la réalité, elle avait l'air figée. Le calendrier juif, il n'y a rien de plus figé. On ne va pas inventer des nouvelles fêtes. Eh bien si, quelque chose qui a l'air figé, quand toi tu viens avec ton ratson et tu viens et tu l'exprimes, alors à ce moment-là, tu peux changer ta propre réalité. Et pourquoi je vous dis ça? Pourquoi j'ai tenu à faire ce cours? Et Mélanie, elle a deviné parce que on a discuté il y a quelques jours. Parce que c'est très important de savoir dire « je ne suis pas contente ». Je suis en colère. Alors là, je le dis en mode « je suis en colère ». Je n'en peux plus. Je craque. Pourquoi? Parce que j'ai une grande leçon, justement, il y a quelques jours. C'est que, voilà, j'ai un fils, Nethanel qui a 5 ans, qui est très mignon, on l'adore. Mais il a, ces derniers mois, un peu dépassé les limites parce qu'il a des comportements un peu à la limite de la violence, d'accord? Et ça commence vraiment à devenir dérangeant. Pour vous dire, il prend des pierres, il veut les jeter sur ses frères et sœurs, parce que voilà, c'est très très sport, très rock'n'roll. Et avec mon mari, on a dit, bon, il faut absolument qu'on trouve une solution. Et donc du coup, j'ai décidé de lui faire de la zoothérapie. Alors, c'est quoi la zoothérapie? C'est que je l'emmène dans un petit endroit, comme ça, un peu retiré, dans une petite forêt, puis il joue avec des perroquets, avec des fleurs, avec je sais pas quoi. Et puis, comme ça, il exprime un peu son monde intérieur. Et puis, la thérapeute, en fait, elle arrive à cerner son problème, à l'aider à reprendre confiance.
Donc, j'ai fait un point avec la thérapeute il y a quelques jours. Et elle me dit, alors, le problème de Nathaniel, c'est quoi? C'est qu'il n'arrive pas à exprimer ses sentiments négatifs. Il n'arrive pas à dire qu'il en a marre, qu'il n'est pas content. Et elle nous regarde, mon mari et moi, elle nous dit, est-ce que chez vous, vous vous plaignez? Et nous, on se regarde, on dit, non, jamais. Baruch Hashem, mais oui, non, ça va aller. Ah oui, c'est pas grave, Mina Shamaïm. Allez, c'est bon, on reprend. Allez, ça va, c'est cool. Allez, c'est pas grave. Mais le pauvre, il n'en peut plus. Il n'a pas sa place pour dire non, j'en ai marre, je suis fatiguée. Et d'ailleurs, on a pris la leçon parce que par exemple, ce matin, il était vraiment crevé pour aller en cours et il voulait pas aller à l'école. Et puis finalement, mon mari l'a pris une petite heure avec lui. Bon, il n'a pas laissé non plus toute la journée avec lui, mais on est beaucoup plus en fait à l'écoute. Et on est capable de lui dire « Ah, tu as envie de mettre ton frère dans la poubelle. D'accord, c'est pas grave, c'est très bien mon fils. » C'est très important de les écouter sans juger. Très très important parce qu'il dit Rav Jacobson, sinon c'est le plus grand catalyseur de crise d'adolescence. Parce qu'en fait l'enfant il n'est pas mechoubar, il n'est pas connecté à lui-même. Quand une émotion négative, elle est là, elle vient. Alors certes, ça crée un inconfort, on n'est pas bien avec ça, mais la dernière chose à faire, c'est de l'ignorer. Et d'ailleurs, on a rigolé justement avec Mélanie, parce que suite à ça, je lui ai raconté la petite histoire. C'est que quelques jours après, c'était Lag BaOmer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Lag BaOmer, c'était la canicule, ce jour-là. Vous vous rappelez ou pas? Et très chaud cette année. Et mon mari, il a dit, allez, je prends tous les enfants. Et il les a pris pour quelques heures. Il est parti avec eux. Il rentre. Je lui dis alors comment c'était. Et il me raconte le truc. Fiasco. Genre il arrive, c'est fermé. Après l'autre truc, l'attraction, c'est fermé aussi. Après ils veulent aller manger, c'est fermé. Les enfants, ils ont... Le truc horrible. Avec la canicule en fond de... D'accord? Et à la fin, il fait bon, mais c'est pas grave. Baruch Hashem, on a quand même passé une bonne journée. Et je l'ai regardé. Et j'ai dit... Non, c'était nul, d'accord, dis-le, c'était nul, il a besoin de l'entendre. On a besoin de dire, non, c'était nul, c'était un fiasco, d'accord? Alors, c'est très important parce qu'on a besoin, c'est sûr qu'on ne va pas s'arrêter sur ça, mais tout est une question de processus dans la vie, et l'idée c'est de ne jamais faire de raccourcis. Parce que quand on fait un raccourci, très souvent, c'est des raccourcis qui mènent à une impasse, d'accord? Et donc, du coup, on va essayer de comprendre c'est quoi l'utilité, comment on va transformer ce sentiment négatif. Mais pour le transformer, encore faut-il déjà reconnaître qu'il est existant. Ok? Alors, on peut se poser la question, pourquoi Dieu, il n'avait pas annoncé en avance? Et tu sais, voilà, ça c'est le calendrier juif, il y a Rosh Hashanah, il y a Kippour, il y a Pessah. Et pour ceux qui ne peuvent pas faire Pessah, alors ils pourront rattraper le mois d'après. Pourquoi? Alors il nous dit comme ça Rachid, il nous dit parce que cette loi, elle aurait dû être promulguée effectivement par Moshe de cette manière, comme on vient de le dire, mais ces hommes ont été dignes de l'avoir mettre à leur crédit, car ce sont des méritants qui confèrent des mérites. Alors je m'explique. En gros, si on reste les bras croisés en attendant que les choses changent, il n'y a rien de positif dans ça. Pourquoi? Parce que quand je viens adresser une plainte à celui qui est responsable de tout, eh bien, je vais reconnaître que c'est lui et lui seul la source de la solution. Et ça me donne un mérite immense. Ça veut dire que là, en l'occurrence, leur plainte, vous avez entendu, a été comptabilisée comme une mitzvah. On aimerait bien, nous, que nos plaintes soient comptabilisées comme une mitzvah, ça serait pas mal. Comment ça marche? Il dit comme ça, le Sfat Emet, il dit la prière et la supplication, d'accord, les tachanouni, les plaintes, je suis pas contente, pourquoi tu me fais passer par la Hachem, pourquoi c'est dur avec cet enfant, pourquoi ce célibat, il a l'air de ne pas avoir de faim, pourquoi? Ça a été comptabilisé comme un mérite. Quand tu associes à Kadosh Baruch Hu à ce que tu es en train de vivre actuellement et que tu lui dis pourquoi,
ça t'est comptabilisé comme un mérite. Et écoutez bien, la paracha, elle poursuit avec un nouvel épisode. Alors, on est dans le Sefer Bamidbar. Sefer Bamidbar, c'est le 4e livre de la Torah. C'est personnellement mon livre préféré. Pourquoi? Parce que c'est, alors, le Rav Kook, il appelle ça le livre des catastrophes. Et parce que vous allez voir que de paracha en paracha, ça va être beaucoup de fiascos, justement, beaucoup de ratés, beaucoup de loupés. Mais c'est un livre qui est très, 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 très humain. Extrêmement humain. Et en particulier, cette paracha, vous allez voir, tout le monde craque. Il y a Myriam qui craque, le peuple qui craque. Myriam, la prophétesse qui craque. Moshe Rabbeinu, vous allez voir aussi, il craque. Comme Nelly, elle craque. Tout le monde craque. Alors, comment ça continue? Écoutez bien. Tout d'un coup, ils reprennent leur chemin, mais là, ils ont un comportement qui est plaintif. Ils en ont marre. Ils grognent, ils râlent, ils rouspètent. Ils se comportent, nous disent le Chachamim, comme des enfants, comme des pleurnichards. Et ça continue, jusqu'à, alors là, le clou du spectacle. Le pic de notre paracha, qu'est-ce qui se passe? Ils vont se plaindre d'une chose extraordinaire qui s'appelle comment? La manne. C'est quoi la manne? Donc, je vous rappelle qu'ils sont dans le désert. Donc, ils ont pris des provisions pour quelques semaines. Ça s'appelait les matzot. D'accord? À un moment, il n'y a plus rien à manger dans le frigo. Alors, qu'est-ce qu'on a mangé pendant toute cette année, toutes ces années dans le désert? Une nourriture céleste. D'accord? Comme de la rosée qui était sous forme de pâte et qui se trouvait en fait à portée de main devant l'entrée de chaque tente des Bnei Israël. D'accord? La manne, c'est le truc rêvé, en particulier pour toutes les mamans. Parce que ça prenait le goût que tu voulais. Betsabé, si t'arrives d'avoir envie de sushi, d'accord? T'as pas besoin de les commander. Ils arrivent direct, ils sont là devant ta porte tous les jours. Si tu veux que ça ait un goût de sushi, c'est un goût de sushi. Toi, t'aimes les hamburgers? Ça prend un goût de hamburger. Tout ce que tu veux, ça prend comme goût. En plus de ça, c'est hyper baril, c'est hyper bon pour la santé parce que là, il n'y a pas comment ça s'appelle, de l'huile saturée, d'accord? En d'autres termes, la manne, elle se digère intégralement dans le corps. Elle laisse pas de résidus. Il n'y avait pas de toilette. Il n'y avait pas besoin dans le désert. C'est pas le rêve? C'est extraordinaire. Attendez, moi je vous explique. Tous les soirs, c'est la guerre. Parce que moi, mes enfants, d'abord, ils aiment rien. Et en plus, ils aiment rien en commun. Genre, chaque enfant, je me dis, bon, viens, on fait la liste de ce que t'aimes. Alors, t'aimes les crackers. Ok. T'aimes les bambas. D'accord. T'aimes l'eau. Ok, super. C'est ça la liste. Hein, alors après, le deuxième, je pense, bon, dis-moi, c'est quoi toi ce que t'aimes? Après, je dois faire un croisement de données pour savoir qu'est-ce qu'ils aiment en commun. C'est de la big data, pratiquement. Pour savoir, mais qu'est-ce que je vais leur faire à manger? Et ben là, ce que vous voulez, c'est bon, c'est la manne. Et eux, ils trouvent le moyen de se plaindre de la manne. Alors écoutez bien. Ils se plaignent de quoi? Ils se plaignent que c'est vrai que c'est hyper pratique. C'est vrai que ça se digère. C'est vrai que ça a du goût, le goût qu'on veut, mais elle a un aspect qui est uniforme. Alors écoutez bien, on va étudier ensemble le passo, comment ils se plaignent, étape par étape. C'est juste extraordinaire. Et après, on va voir que Hachem, cette fois-ci, par contre, il va vraiment se mettre en colère. Et on va comprendre la différence. On a dit tout à l'heure, ils se sont plaints, ça a été compté comme une mitzvah. Et là, ils se plaignent. Et tout d'un coup, il y a marqué que la colère de Dieu s'enflamma. C'est quoi le problème? Allez, on va comprendre. D'abord, ils disent quoi? Ils disent Ve'ata nafshenu yevesha, notre âme, elle est sèche. En kol biti el aman enenu. C'est quoi? C'est on manque de tout. Nous n'avons pas d'autre perspective que cette manne. En gros, qu'est-ce qu'ils disent? C'est quoi be'enenu dans nos yeux? Ils disent ta manne, objectivement, elle est très bien, mais nous, on ne peut plus la voir. J'arrive pas à m'encadrer. Cette fille, c'est vrai, ça va, elle est gentille, mais je peux plus me l'encadrer. Je peux plus me la voir. Je la supporte plus. C'est quoi ce problème? C'est quand tu as objectivement quelque chose de bien, mais toi, tu ne le supportes plus. C'est exactement ce qu'ils sont en train de vivre.
Et écoutez la suite du passouk, parce que c'est quand même extraordinaire, ils disent on se souvient du poisson que nous mangions gratuitement en Égypte. Genre, en Égypte, c'était bien. Alors, juste, l'Égypte, c'était Alcatraz. Vous êtes bien d'accord? C'était quoi? Alcatraz. C'était l'esclavage, c'était la Ah, prison, c'est c'était la l'horreur. Alcatraz, j'avais pas compris. Et là, ah bah, on se souvient, c'était tellement bien quand on était à Alcatraz. Ça n'a aucun sens. C'est quoi? C'est quoi leur comportement? C'est quand tu crois que l'herbe elle est plus verte ailleurs. C'est quand tu ne supportes plus ce que tu as. C'est quand tu crois que tout le monde a mieux que toi. Ou bien encore mieux, c'est comme quand tu crois que c'était mieux avant. Alors ça, c'est le syndrome, Yael, des Tunisiens. On a de la famille en commun, alors. Même de pas se plaindre, c'est ça, les Tunisiens. Voilà. Dire un virulent, quoi. Le syndrome des Tunisiens. Alors, je m'explique. Ma grand-mère, par exemple, que Dieu la bénisse, jusqu'à 120 ans, tout le monde, à table, il y a du couscous, il y a des boulettes, il y a 36 salades. Tout le monde va bien, tout le monde est en bonne santé. Ah, c'était mieux en Tunisie. Et là, elle continue. Vous ne savez pas ce que vous ratez. Je dis, mais je suis en train de kiffer. Pourquoi tu veux que je sache ce que je mange, ce que je rate, ce que je manque? Ça, c'est le syndrome de la manne. C'était mieux avant, c'est mieux ailleurs, c'était mieux ci, c'était mieux quand. Regarde ce que tu as devant toi, tu as un truc objectivement bien. On continue. Qu'est-ce qu'ils veulent? Nous voulons des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Et alors là, Rachid nous explique c'est quoi le point commun à tous ces aliments. Eh bien, c'est que la manne, elle pouvait prendre tous les goûts, mais pas ces aliments-là. Pourquoi? Parce que c'était des aliments qui étaient piquants et c'était pas bien pour la digestion, en l'occurrence, il y avait des femmes enceintes. Donc quoi? Mais si ça prenait la forme que chacun voulait, pourquoi ça pouvait pas avoir le goût du poisson? Ça c'est une question de biochimie, je ne sais pas. Je sais pas comment ça fonctionne la manne. Mais en l'occurrence, non, si, on peut très bien comprendre. C'est que c'est pas bon pour l'enfant qui mange quelque chose de piquant. Même aujourd'hui, on dit qu'il faut éviter les choux, les choses comme ça. D'accord? Le poisson aussi, tu dis que ça prenait pas le goût du poisson? Hein, alors il voulait... Non, j'ai pas dit poisson. Concombre, melon, poireau, oignon et ail. D'accord? Melon. Ah, bah voilà, tu vois. Non mais en gros, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit quoi, Rachid? Il nous dit, tu râles parce que tu veux du piquant dans ta vie. Tu veux du piquant. Ce que tu as, c'est pas assez bien. Ta routine, ton train-train, ça te manque. Tu as envie de quelque chose d'un peu piquant. Et c'est exactement le syndrome de notre société. C'est quoi? C'est qu'on s'ennuie très très vite et on a toujours besoin de... Ah, il y a un truc sympa à faire, une petite sortie, un petit truc. Ça va? La routine, le train-train, ça a quelque chose de fondamentalement positif. C'est comme la manne, objectivement. C'est bien. Pourquoi tu as besoin d'aller chercher du piquant ailleurs? Et là, on a la réaction de Moshe Rabbeinu, un de mes passages préférés de la Torah. On a Moshe qui craque. Il craque. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien la réponse de Moshe parce que c'est magnifique. Il dit, pourquoi as-tu rendu ton serviteur malheureux? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux? Et pourquoi m'as-tu imposé le fardeau de tout ce peuple? Il se plaint. Pourquoi? Et donc là, à ce moment-là, Dieu réalise la souffrance de Moshe et lui ordonne d'avoir un Sanhédrin avec lui. Ça veut dire quoi? Des conseillers qui viennent pour l'accompagner et pour l'épauler. Et la suite du passouk. Est-ce donc moi qui ai conçu tout ce peuple, moi qui l'ai enfanté, pour que tu me dises, porte-le dans ton sein comme le nourricier porte le nourrisson, jusqu'au pays que tu as promis par serment à tes pères. Alors, cette allégorie, elle est juste incroyable. Parce que Moshe, non seulement il craque, mais en plus il se compare à une femme qui a été enceinte, qui a accouché, qui a allaité et qui a élevé son fils jusqu'à ce qu'elle l'amène au baccalauréat.
Et il lui dit, j'en peux plus. J'en peux plus. Alors le Ramban, il pose la question, il dit, pourquoi Moshe, il se compare à une femme? Qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Il craque. Alors il répond comme ça. Il dit, il a besoin de se comparer à une femme à ce moment-là, parce que la femme, elle a quelque chose, une force en particulier, c'est qu'elle a conscience que la souffrance, que la douleur, que l'inconfort, c'est toujours quelque chose de passager et que ça fait partie d'un processus. En l'occurrence, il a besoin de se lier au processus de l'enfantement, au processus d'éduquer des enfants, parce qu'il dit, attends, il a besoin de s'auto-rassurer en se disant, non mais, cette souffrance-là, je sais qu'elle fait partie d'un processus. Et je sais que ça mène vers quelque part. Et on voit que Hachem, il n'a rien dit du fait que Moshe il s'est plaint. Il n'y a rien de mal à craquer. Il n'y a rien de mal à être humain. Tu sais, il y a des cours de Torah où parfois on te dit genre oui, l'héroïne, et le truc, et retiens-toi, et Mounal. T'as le droit de craquer. T'as le droit de craquer. On est humain. Et souvenez-vous ça. Hachem, il ne nous en voudra jamais pour nos erreurs de parcours. Jamais pour nos erreurs de parcours. Elles sont nécessaires pour devenir qui on est. Par contre, il peut nous en vouloir pourquoi? Pour transformer une erreur en comportement. Ça veut dire qu'il n'y a rien de mal à craquer, à se plaindre de temps en temps. Mais par contre, le comportement plaintif, le fait de se plaindre en permanence, alors ça, c'est insupportable. Ça, c'est insupportable. Et c'est là toute la différence. La différence entre les deux plaintes, c'est qu'il y en a une qui est de l'ordre ponctuel, et il y en a une, c'est un comportement. On râle du matin jusqu'au soir. Tu peux lui donner l'option A, B, C ou D. De toute façon, tu sais que la personne, elle va râler. Et donc, c'est ça qu'en fait, on essaye de comprendre. Et il nous dit aussi, le Rav Yeshurun, il nous dit, il faut savoir quelque chose à propos de la manne. Et c'est vrai dans notre vie. C'est qu'en fait, elle ne prenait pas le goût de ce qu'on voulait de façon automatique. Encore fallait-il être capable de se renouveler de l'intérieur. Sinon, ça ne marchait pas. Sinon, elle avait effectivement un goût fade. Et le Rav Yeshurun, il explique comme ça. Il dit, si tu veux que ta vie, elle soit pas fade, et si tu veux ne pas avoir besoin de rechercher du piquant en permanence, alors tu vas devoir te connecter à toi-même. Parce que toutes les relations, que ce soit les relations dans une coloc, que ce soit les relations entre époux, que ce soit les relations entre amis, avec la famille, il y a un moment où forcément ça s'étiole. Forcément ça s'étiole. Et il dit, heureusement qu'on a les petits soucis du quotidien. Parce que les petits soucis, qu'est-ce qui te rappelle en permanence? Que rien n'est acquis. Et si on avait une vie sans soucis, comme la société moderne, elle veut nous la vendre, ne te prends pas la tête, ton confort immédiat, fais ce que tu veux, comme tu en as envie, surtout, te casse pas la tête. Alors à ce moment-là, il y a un très gros problème. Parce que tu n'as pas des petits réveils et des petites alertes en permanence. Et donc quoi? Tu vis sur ta réserve de bonheur, mais ta réserve de bonheur, elle s'épuise en chemin. Et les relations, c'est pareil. Les relations, tout d'un coup, en fait, elles deviennent un peu mécaniques. Elles deviennent dénuées de fraîcheur parce qu'il n'y a pas de renouvellement intérieur. Il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est une grande bracha, les petits soucis de la vie. Parce que les petits soucis de la vie, c'est des petits réveils. Hop, quelque chose à travailler. Hop, quelque chose à améliorer. Ah, je crois que cet enfant a des difficultés dans tel domaine. Bah, tiens, c'est l'occasion pour moi de prendre une fois par semaine, d'aller faire cette thérapie avec lui. Mais tiens, c'est l'occasion de passer du temps avec lui. Tiens, avec cette coloc, je sens qu'en ce moment, on s'est un petit peu pris la tête, etc. Tu sais quoi? Viens, on fait un nouveau truc maintenant. On prend le petit déjeuner ensemble une fois de temps en temps. Ces petits tracas, ces petits soucis, ils ont une vertu extraordinaire qui est de nous permettre de nous renouveler de l'intérieur. Parce que si tu ne fais pas ce travail, tu peux avoir la manne, tu peux avoir un super boulot, tu peux avoir un super mari, tu peux avoir un super job, tu peux avoir tout ce que tu veux. Ta vie sera fade à l'image
de la manne. C'est clair? Alors, il faut savoir aussi que c'est pas la première fois qu'ils se sont plaints. Il y a quelques parachas auparavant, ils se sont plaints. Ils se sont plaints en disant que quoi? Que l'eau, elle était amère. L'eau est amère. Comment on dit en hébreu? Qui marim aime. Elles sont amères les eaux. Et les Chachamim nous disent, attention, ne lis pas qui marim hem les eaux, mais qui marim hem. Eux, ils sont amers. Quand toi, t'es amer, tout prend un goût amer. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que, et ça je vous le dis tout le temps, que les gens qui s'inventent des problèmes sont bien plus malheureux que les gens qui ont des vrais problèmes. Et de la façon dont toi tu te vois, alors tu vois le monde. Maintenant, et il dit d'ailleurs, le Rabbi Jonathan Sachs, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit dans cette paracha, on nous parle de deux catégories de personnes, deux groupes. Il y a les Edot et les Machanim. C'est quoi les Edot et les Machanim? Alors, il explique comme ça, c'est le Rav de Soloveitchik qui explique. Il dit, ça correspond à deux types de groupes. C'est qui les Machanim? C'est des gens qui se rassemblent parce qu'ils veulent se défendre contre quelque chose. D'accord? Ils veulent se défendre, c'est les manifestants, les CFDT, CGT, on n'est pas content, on n'est pas content. D'accord? On fait des manifs. Et tu as les autres. C'est quoi? C'est les Edot. C'est quoi les Edot? C'est ceux qui se rassemblent parce qu'ils sont pour quelque chose. Et ils se rassemblent parce qu'ils ont besoin d'être ensemble, parce que le changement qu'ils veulent opérer, c'est pas quelque chose qu'on peut faire tout seul. Il faut se rassembler. Alors il dit comme ça, le Rav de Soloveitchik, c'est pas que deux groupes de personnes, c'est deux façons d'exister. Tu peux soit être vindicatif, revendicatif, et tu peux en fait être en réaction en permanence à l'extérieur. Je suis pas content, il y a ceci, il y a eu cela. Ou bien tu peux être dans une dynamique complètement inverse, qui est quoi? Qui est une dynamique qui est proactive, qui est une dynamique de construction, et qui est une dynamique positive. Et ça dépend de la façon dont tu vas te plaindre. Est-ce que tu te plains en disant « je suis pas content, je suis pas content, je suis pas content » ou est-ce que tu te plains en te disant « comment je peux changer les choses ?» Et ça fait une énorme différence. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, c'était avant que tu arrives au GAN, tu n'as pas connu cette période noire. Vous connaissez le Tsaharon? Oui, c'est en fait, si vous voulez, la garderie de l'après-midi, parce que l'école en Israël termine à 1h, 1h30. Et donc, il y a la garderie. La garderie, ça coûte un bras, d'accord? Et vraiment, je ne sais pas trop ce qu'ils font, mais bon, pourvu qu'ils soient gardés, tu fermes les yeux. Et la première année où j'ai mis mes enfants dans cette école, c'était un fiasco, justement, cette garderie. Genre, t'arrives, tu sais pas où est ton enfant, personne ne sait où il est. À Yessoda? Hein? Là-bas? À Yessoda, à l'époque, avant qu'on fasse la révolution. Tous les jours, les mamans qui se plaignent. Et machin, tu sais pas ce qui m'est arrivé. Ah, mais j'ai trouvé mon fils dehors. Ah, mais il était parti dans la rue. Il y en a une, que Dieu la bénisse, rue Tralfon. Elle dit, les filles, vous vous arrêtez maintenant. Dites-moi, prends une feuille et un stylo, elle dit, quelles sont vos revendications? On fait une réunion avec celle qui organise le truc. On lui dit point par point ce qui ne va pas. Idée du siècle. Ça a mis 6 mois avant que cette idée émerge. Bref, en 2 jours, elle a réglé le truc. Elle a fait ses points, d'accord? Donc il y avait 5-6 points. Réunion avec la fille. Et là, elle lui explique. Elles sont pas contentes parce que A, B, C, D, E. D'accord? Résultat, la fille n'a pas changé. Mais elle a été virée. Et c'est tellement constructif. C'est-à-dire que pendant 6 mois, elle se plaignait, j'avais mal aux oreilles de plainte. Et l'autre, elle arrive en 2 jours, elle a réglé le truc. Et c'est pas qu'il y en a une qui a dit Baruch Hashem, comme moi, mais non, ça va, mais c'est bon, Baruch Hashem. Ça aussi, c'est une attitude débile. Mais elle a dit oui, quelles sont les choses qui ne vont pas, et maintenant, comment on fait pour changer? Mais ça change tout.
D'accord? Donc du coup, ça c'est vraiment ce qu'on est en train de voir. Ça veut dire que on est en train de voir c'est quoi la plainte positive, la plainte négative. Non seulement il y en a une qui est ponctuelle, alors que l'autre c'est un état d'âme. Et ça fait toute la différence. Mais surtout, il va y avoir aussi deux autres conditions pour qu'une plainte elle soit constructive, elle soit effective. Et ça, on l'apprend de qui? De Myriam. Dans notre paracha, on nous parle de Myriam. Et on nous dit que c'est un des 6 épisodes dont on doit se souvenir tous les jours. D'accord? Il y a 6 choses dont on doit se souvenir. En l'occurrence, une des choses, c'est celle-là. Alors, qu'est-ce qui arrive à Myriam? Myriam, la prophétesse, la sœur de Moïse, qu'est-ce qui lui arrive dans notre paracha? Eh bien, elle est très attristée. Elle est très attristée, pourquoi? Parce qu'elle constate que son frère Moshe s'est séparé de son épouse Tsipora. Pourquoi il s'est séparé d'elle? Parce que en fait, il parlait bouche à bouche avec Dieu, que Dieu pouvait se révéler à lui à n'importe quel instant, et donc ça ne correspondait plus qu'il ait une épouse. Et donc, d'un commun accord, Tsipora et Moshe, alors c'est quelque chose, il n'y a eu qu'un Moïse dans toute l'histoire du monde. Hein. Si il y a un homme qui vous dit non, mais moi je me marie pas parce que je suis mariée avec Dieu, ça marche pas, ça ne marche plus. C'était une seule fois dans l'histoire de l'humanité, d'accord? Mais à ce moment-là, il a été contraint à la fin de sa vie donc de se séparer de son épouse Tsipora. Et Myriam, elle le prend très à cœur, très à cœur, et elle va aller voir Aaron, elle va se plaindre, elle va dire non, la pauvre Tsipora, ça se fait pas. Pourquoi elle prend tellement à cœur? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que elle va, du fait qu'en fait c'est de la médisance qu'elle aura fait sur son frère, eh bien elle va être atteinte c'était une maladie spirituelle qu'il y avait à l'époque, quand on disait de la médisance, et elle va devoir être attente de guérir. Ça va durer 7 jours et après le camp il va redémarrer. Et pourquoi Myriam, qui a un niveau si extraordinaire, elle se retrouve à dire de la médisance? Qu'est-ce qui l'a particulièrement touchée? Alors il explique comme ça, le rabbi Lubavitch. Eh bien l'histoire de Moïse et de Tsipora, ça lui rappelle une histoire de quand elle était petite. Quelle histoire? Quand elle avait 5 ans, son père, alors qu'ils étaient esclaves en Égypte, son père Amram, il a dit à sa femme, Yocheved, ma chérie, je crois qu'il vaut mieux qu'on se sépare toi et moi. Pourquoi? Parce que regarde, on met au monde des enfants, mais à quoi bon? Ces enfants, ils sont réduits en esclavage, on veut tuer les garçons, ça sert à quoi pour créer comme ça une nouvelle génération d'esclaves? Aucun intérêt. Et donc il s'est séparé de sa femme. Jusqu'à ce que Myriam, haute comme 3 pommes, arrive et va voir son père et lui dit « Papa, tu es pire que Pharaon. » Pardon Myriam? Le grand rabbin comme ça, on s'imagine, sa fille de 5 ans. Oui, t'es pire que Pharaon. Et là, elle lui sort un argumentaire. Elle lui dit oui, parce que de toute façon, Pharaon, il veut tuer que les garçons. Toi, tu veux tuer les garçons et les filles parce que tu leur donnes même pas la vie. Et puis, de toute façon, lui, c'est un rachat. On sait pas si son décret, il va marcher. Alors que toi, c'est sûr, t'es un tzaddik, ça va se réaliser. Et puis, à cause de toi, ils auront pas d'olam haba. Bref, elle rentre dans un argumentaire à la Myriam. 5 ans. Hein. Amram, il la regarde. Il lui dit, tu sais quoi, ma fille? T'as raison. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est, suite aux plaintes de sa fille, aux revendications, il s'est remarié avec Yocheved. Et pourquoi c'est extraordinaire? Parce que tous les hommes s'étaient séparés de leurs femmes. Prenez exemple sur Amram. Donc non seulement Yocheved et Amram se sont remariés, mais tous les couples de cette génération se sont remariés. Et on raconte que pendant la choupa, elle et Aaron dansaient comme des fous. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que de cette nuit-là allait naître le futur sauveur d'Israël, qui n'est autre que Moïse. Alors elle se dit, regarde mon frère Moïse, c'est grâce à moi que j'ai été comme ça, syndicaliste, et que j'ai dit non, remettez-vous ensemble. C'est grâce à ça qu'il est né. Alors, si Tsipora et Moïse ils se remettent ensemble, peut-être que on aura aussi des belles neshamot qui vont sortir. Mais ça n'a pas été accepté. Alors vous allez me dire, mais pourquoi elle a eu la lèpre alors?
c'est hyper justifié sa plainte. Ouais. Parce que elle s'est trompée d'adresse. Elle a été voir Aaron. Quel rapport? Si tu as quelque chose à dire, va voir Moïse directement. Et nous aussi, quand on a des plaintes. Pourquoi tu te plains de la morale de ton fils à ta copine? Quel est le sens de tout ça? Pourquoi tu te plains du voisin du 4e avec la voisine du 5e? Va le voir directement. Et ça a été ça, l'erreur de Myriam. Donc on a compris que la bonne plainte, c'est celle qui est ponctuelle et c'est pas celle qui est de l'ordre du comportement. Deuxièmement, c'est celle qui est adressée à la bonne adresse. Et troisièmement, c'est quoi la suite? Il n'y a que 3 conditions, je vous rassure. Et d'ailleurs, il faut se poser la question, c'est que parfois, on n'a pas la bonne adresse. Parce qu'on n'a personne à qui se plaindre directement. Parce que c'est pas la faute de personne, c'est la faute de la vie. Alors à ce moment-là, vers qui on s'adresse? Et ça nous est compté comme une mitzvah. Vous avez kiffé ça, hein? Et bien sûr qu'on a le droit de se plaindre aux copines. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est une très grave erreur de croire qu'entre amis, on doit garder la face, garder le sourire et dire « Oui, Baruch Hashem, ça va. Oui, Baruch Hashem. » Ça n'a aucun sens. Il dit le Rav Kaufman, je vous assure qu'on aurait beaucoup moins de problèmes si on se partageait nos problèmes les uns avec les autres. Mais par souci de, je sais pas, on veut garder la face ou par souci de pression sociale, non, tout va bien. Oui, avec mon mari, tout va bien. Oui, donc tout va bien. Oui, donc tout va bien. Mais c'est dommage. Parce que, 1, tu pourrais un petit peu vider ton sac, ça te ferait du bien. 2, tu pourrais bénéficier de conseils, ça se trouve elle aussi, elle est passée par là. Et puis 3, tu peux demander à ta copine de prier pour toi. T'as le droit de dire, non, en ce moment, c'est vrai que ça va pas fort. Est-ce que tu peux prier pour moi? On fait jamais ça. Quel dommage. Quel dommage. D'accord? Alors, on continue. Et on voit que... on voit la 3e condition. C'est quoi la 3e condition? Eh bien, on voit que... Comment ils se sont plaints de la manne? Ils ont dit, on en a marre de la manne. Et ils n'ont pas dit, on aimerait bien quelque chose d'autre. Et ça aussi, ça fait toute la différence. Tu as le droit de demander un upgrade. Tu as le droit de demander quelque chose de mieux. Tu as le droit de demander une amélioration. Mais pas de maudire ce que tu as, s'il te plaît. Et ça, c'est quelque chose, c'est un exercice. C'est un exercice de langage. Pas de dire, j'en peux plus de sexologue, mais j'aimerais bien avoir des meilleures relations avec elle. J'ai une belle-mère envahissante. J'aimerais bien qu'elle vienne de façon plus organisée et moins spontanée. J'en ai marre, mon mari. J'aimerais bien qu'il soit plus à l'écoute. C'est une énorme différence. La façon dont on formule la plainte. Et il faut s'exercer absolument à parler en positif. D'accord? Alors, il y a des gens qui te disent Baruch Hashem, alors que tu sais qu'ils ont des vrais problèmes. Mais quand ils te disent Baruch Hashem, ça sonne vrai. Ça sonne pas comme non, ouais, Baruch Hashem. Non. Et pourtant, tu connais le dossier de la fille. Tu sais qu'en ce moment, elle a tel et tel problème. Et elle est là, et elle te dit Baruch Hashem. Baruch Hashem. Comment ça marche? C'est possible? C'est possible qu'il y ait des gens, malgré les problèmes, qui arrivent à vraiment ressentir le Baruch Hashem dans leur vie. Alors, il y a quelqu'un qui s'est posé la question. Quelqu'un qui a été voir le Rav Noam Elimelech. C'était un grand Rav chassidique. Il a été le voir, il a dit comment c'est possible qu'il y ait des gens qui souffrent et qui arrivent quand même à trouver la force de dire et de le vivre Baruch Hashem. Comment ça marche? Alors le Noam Elimelech, il dit la vérité, ta question elle est très bonne.
Et moi, je ne saurais pas t'y répondre. Par contre, va voir mon frère et peut-être que lui, il saura te répondre. Alors, toc toc toc, il va voir Rav Zouche Ben Hippolyte, donc son frère. Et il lui dit, il arrive, il toc toc toc, il ouvre la porte. Et là, il voit scène d'horreur. La maison interdite, lui, il est malade, sa femme, elle est malade, il n'y a rien dans le frigo, il n'y a rien qui va dans sa vie. Et il arrive et lui dit, je suis venu vous poser une question. Alors, il dit, oui, c'est quoi la question? Il dit, comment on peut remercier Hachem alors qu'on souffre, qu'on a des problèmes? Il dit, bah j'en sais rien, parce que moi, j'ai pas de problème. Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Alors pour ça, la réponse elle est dans la paracha de la semaine dernière, parachat Nassau. On nous parle de comment ils transportaient les choses dans le désert. D'accord? Ils transportaient ce qu'on appelle le Mishkan. Donc il y avait beaucoup d'objets, beaucoup de choses à transporter. Et il y avait un groupe, les Lévi'im, qui transportaient des objets en particulier. Et on nous dit quoi? On nous dit que il y avait les Kehat qui transportaient des choses et ça leur paraissait lourd. Kehat, c'est quoi? Ça vient de Ke'e, ils étaient noirs, leur peau était noire tellement ils n'en pouvaient plus de porter des choses. Il y avait les Merari, d'accord? Les Merari c'est amer, c'était amer ce qu'ils portaient, ça rendait leur vie amère. Il y avait la tribu de quoi? Les Lévim, les Kehat, les Merari et les troisièmes. Ils portaient la Ménorah et l'Arche Sainte. D'accord? Et les autres, ils ne se plaignaient absolument pas. Pas du tout. Comment ça marche? Il y en avait, ceux qui se plaignaient, Merari, Kehat, etc., ils transportaient leurs choses sur des chars. Et les autres, ils transportaient sur leurs épaules. Enfin, tu dis, je comprends pas. Eux, ils transportent sur les chars et ils se plaignent. Et eux, ils transportent sur les épaules et ils se plaignent pas. Comment tu fais dans ta vie quand tu as l'impression que tu portes un fardeau et que ta vie est un fardeau? Comment ça marche? C'est quoi la psychologie des gens dans ce genre de cas? Écoutez bien. Qu'est-ce qu'ils transportaient eux sur leurs épaules? Qu'est-ce que je vous ai dit? La Ménorah et le Aaron Kodesh. Quand tu sais que ce que tu transportes, c'est Kadosh, alors c'est léger. C'est léger et ça te fait kiffer de le transporter. Je m'explique. Imaginons que Einat, tu gagnes le loto. Amen. Amen. T'arrives à la Française des Jeux, au Chevrat Apais, te disent, alors Mazel Tov, vous avez gagné 30 millions de shekels. Par contre, on est désolé, on n'a plus de shekels. Donc, c'est pas grave si on vous fait des petites coupures. Alors là, mais ce que vous voulez, un virement bancaire, un chèque, carte bleue, je prends tout, PayPal, ce que vous voulez. Mais si toi, tu ressors après avec tes mallettes d'argent, est-ce qu'à un moment, tu vas dire « Oh, c'est lourd quand même ». Mais ça n'a aucun sens. Et à la limite, j'ai envie de dire plus c'est lourd et mieux c'est. Bah c'est pareil. Quand ta vie, elle est kadosh, quand tu prends conscience à quel point chaque chose que tu fais, chaque respiration que tu fais, chaque pas que tu fais, chaque effort que tu fais, c'est quelque chose de kadosh, mais ta vie, elle est Baruch Hashem. Et on s'en rend pas assez compte. Je vous assure, on s'en rend pas assez compte de toutes les mitzvot qu'on fait au quotidien. À chaque fois que tu vas rendre service à une copine, à chaque fois que tu payes tes factures, oui c'est une mitzvah de payer ses factures, à chaque fois que tu prends soin de ta santé, que tu traverses sur le passage piéton, tu fais une mitzvah, ushmartem me'ot al nashotechem. Écoutez bien, il dit le Gaon de Milna, c'était mon chidouche de cette semaine, il dit, on croit qu'il y a les mitzvot envers les autres et les mitzvot envers Dieu. Il dit, mais il y a une troisième catégorie de mitzvah. C'est les mitzvot envers soi-même. Et ça, j'ai adoré. Quand tu prends soin de toi, tu te brosses les dents, tu es en train de faire une mitzvah. Tu es en train de te coiffer, tu es en train de faire une mitzvah. Et c'est écrit dans la Gemara.
Il y a marqué que quoi? Que Hillel, le vendredi avant Shabbat, c'est à midi, mais ils lui disent où tu vas? Je vais faire une grande mitzvah. Oh, que tu vas faire? Tfilin, qui douche? Non, je vais prendre mon bain. C'est pas extraordinaire. Notre vie, c'est mitzvah sur mitzvah. Et on s'en rend pas compte. On est comme les autres, on regarde une porte, on dit oh c'est lourd, oh c'est lourd. Mais t'as des valises d'argent dans les mains. Tu te rends compte de ce que tu transportes? Alors à partir du moment où tu te rends compte de ce que tu transportes, alors oui, ça devient léger. Oui, ça devient léger. Donc ça c'est la leçon de notre paracha. Notre paracha, elle nous invite à vivre les choses en fonction de notre intériorité. Elle te dit connecte-toi à toi-même, à ta lumière intérieure, à tes émotions, même celles qui sont négatives, et transforme-les pour le bien. Et pourquoi c'est très important? Parce que de la façon dont toi tu te connectes à toi-même, tu te connectes à ton entourage et tu te connectes au reste du monde. En fonction de regard que tu portes sur toi, eh bien tu portes le même regard sur le monde. Si tu es en mode ouais chez moi tout est lumineux et puis oui dans la vie tout va bien et donc Baruch Hashem, c'est dommage. Tu manques des super opportunités d'améliorer les choses. Comme ce qu'on apprend des premiers qui se sont plaints, qui avaient raté quelque chose et à force de volonté, ils ont réussi à obtenir une seconde chance. Si tu vois tout noir, tout sera noir. Si tu es amer, l'eau que tu boiras, elle sera amère. Alors c'est comment la bonne façon de se voir? La bonne façon de se voir, c'est de prendre conscience de la très grande lumière qu'on a à l'intérieur de nous. Et comme on a cette conscience, on n'a pas peur de prendre conscience de nos petits points d'obscurité. Pour se demander comment je vais les changer. Et c'est la façon dont on va voir la vie. La façon dont on va voir la vie, c'est la vie est belle. Mais je n'hésite pas de façon ponctuelle, à prendre l'initiative de me demander comment je peux la rendre encore plus belle. Alors, je termine juste sur une dernière chose à savoir, c'est que la menorah, elle se trouvait dans le sanctuaire. Dans le sanctuaire, il y avait des fenêtres. Ces fenêtres, elles étaient hyper bizarres. Toi qui es architecte, Rebecca, tu vas me dire que ça a un non-sens. Pourquoi? Parce que à l'extérieur, elles étaient fermées et à l'intérieur, elles étaient ouvertes. Ça n'a aucun sens. Si tu veux capter la lumière, il faut ouvrir. Ah mais non, parce que le sanctuaire, le Mishkan, la lumière, elle vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. C'est la lumière de la menorah qui rayonne sur le monde. Alors on a dit que nous aussi on est à l'image de cette menorah. Quand nous on cultive notre lumière intérieure, quand nous on est capable de se connecter à cette lumière, de la cultiver, de la faire grandir, alors c'est nous qui allons faire bénéficier les autres de notre propre lumière. C'est nous qui allons rayonner sur le monde. Alors Bezrat Hashem, je vous souhaite une bonne semaine, de vous connecter à toutes vos émotions, qu'elles soient positives, qu'elles soient négatives, à transformer le négatif en quelque chose de constructif et de positif. Et Bezrat Hashem, par ce mérite-là, que Hashem vous compte beaucoup de mérites et que vous avez le mérite de rayonner sur le monde. Bezrat Hashem. Des questions?